Alors, aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. On va parler de quand vous commencez à devenir un peu bon dans une langue, quand vous commencez à pouvoir faire quelques petites pirouettes. Comment est-ce que vous passez au niveau supérieur? Parce que les pirouettes, c'est bien, mais on a envie de parler mieux la langue. C'est une vidéo qui fait suite à celle que j'ai publiée en début de semaine où je parlais des deux premiers des 5 paliers dans l'apprentissage d'une langue, donc débutant de zéro et débutant. Et là, on va couvrir les derniers, les 3 autres et le bonus, vous verrez à la fin. Mais ce qu'il faut retenir, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première vidéo pour comprendre ce qui va se passer. Vous pouvez regarder les deux dans le désordre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, à chaque palier, il y a des défis différents et il y a des méthodes pour passer au niveau suivant qui sont différentes. Également, plus on va sur un palier plus on va sur un palier important, plus ça prend de temps en général. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, le passer d'un niveau à l'autre, c'est toujours un peu plus grand, à chaque fois un peu plus long. Voilà. Donc, on va commencer sans plus attendre avec le niveau élémentaire. Alors, moi, là, on va parler des niveaux élémentaires et le suivant, c'est intermédiaire. C'est des niveaux qui m'intéressent pas mal parce que j'ai beaucoup de langues, enfin beaucoup, j'ai plusieurs langues que je parle à peu près à ces niveaux-là. Alors, évidemment, c'est une gradation, hein, c'est pas élémentaire ou intermédiaire. On passe de l'un à l'autre de manière très fluide. C'est pas voilà, c'est pas binaire. Mais ça permet un peu de schématiser tout ça. Donc, décrivons le niveau élémentaire dans une langue. Vous pouvez comprendre et utiliser des expressions courantes et des phrases simples sur des besoins concrets. Voilà. Vous pouvez commencer en fait à vous balader dans la rue et à demander aux gens bonjour, où est le restaurant? Est-ce que c'est un bon restaurant? Qu'est-ce que vous me conseillez à manger? Je sais pas, tout un tas de choses, des choses assez élémentaires mais pratiques. En fait, vous pouvez commencer à faire des petites phrases. C'est assez satisfaisant. Le moment où vous commencez à dire ça y est, ça rentre. C'est le moment où vous pouvez commencer à envoyer des textos, répondre, vous n'êtes pas obligé de passer par le traducteur. Donc c'est plutôt sympathique comme sensation. Mais évidemment, vous êtes loin de votre objectif et il y a quelques difficultés à surmonter et quelques pièges à éviter. On va les voir un par un. Donc en fait, déjà, la première chose, ça dépend des langues évidemment, mais souvent, le problème, c'est de comprendre la structure de base des phrases. Je vais prendre l'exemple de l'allemand, qui est la langue que j'ai apprise le plus récemment. Je dois être à peu près à ce niveau-là, élémentaire. Peut-être je commence à frôler l'intermédiaire, peut-être, mais comprendre la structure de base des phrases en allemand, c'est assez compliqué. Ça fait un peu des nœuds au cerveau, ça demande beaucoup d'abstraction. Et en fait, même pour former des phrases, euh, par exemple, les compléments circonstanciels de temps, nous, on a tendance à les mettre à la fin en français. Et en allemand, bah, en fait, non, il faut les mettre juste après le verbe. Donc, on dit littéralement je mange maintenant du poisson, par exemple. Vous devez vous dire que je suis obsédé par la bouffe parce que chaque fois je prends cet exemple-là. Bon, c'est vrai que j'aime bien manger, mais je vais essayer de trouver d'autres exemples. Bref, la structure de base des phrases. Ensuite, maîtriser la grammaire élémentaire. Alors à ce stade-là, on n'a pas besoin de connaître toute la grammaire, mais il faut quand même connaître un petit peu, parce que sinon, bah, on peut facilement faire des phrases qui n'ont pas de sens. Si on veut faire des phrases un peu complexes et qu'on ne comprend pas la grammaire, souvent, on va dans le mur et la personne en face ne comprend pas ce qu'on veut dire. Donc, on doit et souvent c'est un peu chiant la grammaire, on va pas se mentir. Donc encore une fois, pas besoin d'aller jusque au subjonctif, par exemple dans la langue française, mais il faut au moins connaître comment on fait le passé, le présent et le futur de manière assez sommaire. Si on confond imparfait, typiquement imparfait passé composé en français, ça pourrait donner lieu à des confusions, par exemple.
Donc, savoir un peu comment on utilise l'un ou l'autre, ça commence à être intéressant. Également, c'est le moment où il va falloir commencer à comprendre un peu la logique interne de la langue et sortir de la traduction mot à mot, tout simplement. Donc là, on commence un peu à faire notre mue, à passer de notre côté franco-français à un côté plus, voilà, commencer à penser dans la langue, sans évidemment aller jusqu'à se faire des monologues entiers dans notre tête, quoique c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer ce genre d'exercice à se parler seul, par exemple sous la douche. Moi, j'aime bien cet exemple. Ou en faisant une marche, ou en allant courir. Et ce qui est pas mal à ce stade, c'est de connaître un peu les idiomatismes. Ça, c'est pas forcément ce qu'on va trouver dans les livres de grammaire ou quoi, mais les petites phrases du genre garder la monnaie, du genre je sais pas moi, what's up en anglais par exemple. Ça, c'est un idiomatisme qui est extrêmement utilisé en anglais, donc c'est intéressant de le connaître dès le début parce que vous allez y être confronté très rapidement, donc les maîtriser, c'est pas mal. Donc les petits pièges à éviter, se contenter de phrases toutes faites. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais donner un exemple. Si on vous demande comment vous vous appelez, comment tu t'appelles, et ben vous allez répondre je m'appelle XYZ. Sauf qu'il y a plusieurs manières de dire euh, je m'appelle XYZ. Ça peut être mon nom est XYZ. Les gens m'appellent XYZ. Et en fait, c'est un peu troublant parce qu'au début, on se dit bon, bah, je sais faire passer cette information, mais sauf que dans la compréhension, bah, vous êtes obligé de comprendre toutes les manières de faire passer cette information. Donc en fait, il faut arrêter de penser à les phrases toutes faites et il faut commencer à penser en association de mots. C'est littéralement parler la langue. Donc parfois ça peut être un peu frustrant. Genre, ah oui, mais moi je croyais qu'on disait ça comme ça. Bah oui, mais en fait il y a plusieurs manières de dire les choses et bien l'avoir en tête et bien comprendre, c'est important à ce stade. Euh, un autre piège aussi, c'est qu'on se dit, ah, je parle pas encore assez bien, j'ai besoin de perfectionner la langue, j'ai besoin de plus de vocabulaire, donc on n'a pas envie de se lancer. Et ça, je pense que c'est le plus gros facteur de stagnation à ce niveau-là et au stade suivant. C'est vraiment, si vous voulez débloquer un bon niveau, c'est à partir de ce moment-là. Moi, je ne conseille pas forcément de vous lancer, comme certains le préconisent, dans la pratique orale quand vous êtes débutant, parce que déjà c'est chiant pour l'interlocuteur en face d'avoir quelqu'un qui met trois plombes à chercher ses mots. Voilà, il y a un moment, faut rester poli quand même. Et puis voilà, c'est pas agréable quoi. C'est c'est pas encore le moment, mais assez rapidement, au bout de je sais pas, disons un mois, vous pouvez commencer tout doucement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à vous lancer dans la pratique orale. Peut-être petit à petit, d'abord bah, tout seul en vous enregistrant, ensuite en envoyant des audios sur des applications comme HelloTalk ou Tandem. J'ai pas encore testé Tandem, mais HelloTalk ça fait très bien l'affaire. Et puis après, voilà, commencer à chercher une personne qui est un peu au même niveau que vous, qui ne va pas forcément vous juger, et commencer à parler comme ça. Puis après, bah, peut-être prévoir un voyage dans la langue. Et bah, là souvent, même dans des pays où ils parlent très bien l'anglais, j'ai encore entendu récemment, et ça m'était arrivé d'ailleurs, qu'en Autriche, ils parlent très bien l'anglais, mais ils aiment pas du tout que les gens leur parlent en anglais. Ils aiment bien que les gens fassent au moins un petit effort, comme nous d'ailleurs les Français un peu, hein. Ils aiment bien qu'ils fassent un petit effort et que les gens parlent en allemand. Donc bah, si vous apprenez l'allemand, allez en Autriche et ils vous forceront à parler j'allais dire parler l'autrichien, on va parler l'allemand, même si c'est apparemment un accent très différent. Moi, je distingue pas encore vraiment les deux, mais peu importe. Et pour passer au niveau suivant, quelques exercices. Euh, Moi, c'est à ce stade-là que je recommande vraiment un exercice que je trouve très très bon. C'est le journaling, on dirait en anglais, ou tout simplement le journal. Et en fait, écrire des phrases. Donc, quand on dit journal, on pense
journal de bord ou journal intime ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des phrases sur vous et ou quoi. Vous pouvez écrire des phrases sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qui vous passe par la tête. Si un sujet, voilà, vous avez envie de parler des échecs. Ah, j'aime bien jouer aux échecs, mais c'est un jeu très compliqué. Blablabla. Et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe en écrivant? Et ben en fait, vous allez voir qu'il y a des mots qui vous manquent et bah vous arrêtez pas en chemin, vous continuez à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et puis après, vous allez vérifier les mots qui manquent. Moi, ce que je recommande cet exercice, c'est de le faire avec ChatGPT. Comme ça, la personne, enfin le robot, vous corrige. Et il vous dit, bah voilà, les mots qui manquent, etc. La phrase, on l'a dit comme ça. Il extrait les mots de vocabulaire pour vous. Et bah, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, si vous faites un journal et qu'il n'y a personne pour vous corriger, bah en fait, vous pouvez faire tous les jours la même erreur sans le savoir. Alors que là, bah, vous avez au moins un système pour, voilà, pour avoir du contrôle. Hum, hum, hum. Ensuite, euh, continuez d'écouter du contenu, donc du contenu varié, natif. Là, vous pouvez peut-être passer à des contenus plus intéressants pour vous. Par exemple, j'ai pas forcément dit dans la vidéo précédente, mais au niveau débutant, moi, ce que je recommande en général, c'est de commencer par des dessins animés. Un dessin animé que vous avez dans toutes les langues, c'est Peppa Pig. J'ai même trouvé en napolitain, donc j'apprends pas le napolitain, mais j'étais curieux de savoir jusqu'où ils sont allés dans la traduction, mais je crois que c'est un amateur qui l'a traduit. Mais bon, bref, peu importe, vous avez du Peppa Pig dans toutes les langues. Moi, j'ai vu en croate, en allemand, en russe, en italien, en portugais, donc voilà. Peppa Pig, je connais, j'ai vu plusieurs épisodes dans différentes langues, donc Peppa Pig, c'est bien. Mais là, on parle pas de Peppa Pig, là, on parle de, bah là, vous pouvez continuer à regarder des vidéos style Easy German, Easy Russian, etc. Et vous pouvez commencer. Alors moi j'ai trouvé des chaînes là pas mal, notamment en russe, de mecs qui font des vidéos style des espèces de petits podcasts de 10 minutes sur un sujet, l'histoire de la Russie. Donc là, le mec parlait en l'occurrence de l'histoire de Gengis Khan et enfin de l'empire mongol en Russie, comment ils ont envahi la Russie, etc. Et l'influence que ça a eu. Bah, des choses comme ça, des sujets qui vous intéressent. Donc ça, c'est une première option. Après, vous pouvez voir directement du contenu natif, mais idéalement, il vaut mieux que ça soit sous-titré, parce que sinon, bah, vous allez vite vous décourager. Également, je l'ai déjà dit, mais à ce stade, je recommande vivement de trouver un partenaire linguistique. En fait, vous devriez commencer à chercher le partenaire linguistique en étant débutant, vous améliorer, et puis après lui suggérer au bout d'un moment, quand vous avez parlé pas mal de temps avec lui, de lui dire, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on s'appelle une fois toutes les semaines, et puis qu'on échange quoi. Une autre solution que je recommande, qui est même mieux, c'est de payer un prof juste pour parler une ou deux fois par semaine, un petit cours d'une demi-heure. Voilà, vous choisissez le sujet et vous dites voilà, c'est que de l'oral. Vous déblatérez, admettons que c'est une demi-heure pendant 20 minutes, puis après pendant 10 minutes, il vous explique des trucs. Ou alors vous faites un peu plus des conversations, des choses. Mais ouais, commencer à parler de manière très régulière, c'est une bonne chose. Enfin, je vous ai parlé de la grammaire. Pour moi, encore une fois, le meilleur outil, c'est ChatGPT et vous pouvez commencer à demander des explications sur les phrases. Pourquoi on dit ça comme ça? Pourquoi on dit pas ça comme ça? Etc. etc. C'est un bon moment pour commencer avec ChatGPT à demander des explications de grammaire. Et nous voilà au niveau intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment peut-être le niveau le plus excitant parce que là, on va décrire le niveau. Là, vous avez une lance, là, vous êtes beaucoup plus évolué. Vous n'êtes plus avec un pauvre silex. Vous pouvez parler de sujets familiers, raconter des expériences, exprimer des idées. En fait, vous pouvez tout simplement vous exprimer exprimer des choses plus complexes, faire des blagues, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. C'est aussi à ce stade-là que les gens commencent à vous dire oh là là, tu parles très bien le russe, allemand, serbe, que sais-je encore. Mais en même temps, vous pouvez pas non plus tout dire. Bref, on va voir ça. Donc à ce stade-là,
ce qui est difficile, c'est vraiment là pour le coup, de maîtriser la grammaire complètement. Là, vous ne pouvez plus faire l'impasse sur la grammaire, euh, sinon vous n'allez pas progresser. Également, là, c'est le moment où il faut avoir un vocabulaire riche et nuancé. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple le mot de livre. Il y a plusieurs synonymes de livre qui ont des connotations différentes. Et il y a bouquin, grimoire, livre, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre euh, pavé, enfin c'est pas exactement un synonyme de livre, mais vous voyez en fait ce genre d'expressions qui enrichissent un peu votre vocabulaire. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connaissance exhaustive. Je suis même pas certain de connaître l'équivalent de ces mots dans aucune des langues que je connaisse, en y réfléchissant rapidement. Ceci étant dit, c'est le genre un peu de nuances qui peuvent être intéressantes et qui font en fait, toute la saveur des langues que vous apprenez. Également, là, vous pouvez plus faire vraiment l'impasse sur la prononciation. Vous devez avoir une prononciation impeccable. Alors, qu'est-ce que j'entends ça par prononciation impeccable? C'est pas parler parfaitement, sans accent ou quoi, mais il faut que vous arriviez à vous faire comprendre que votre accent ne soit plus un frein à la compréhension. Autant au début, c'est pas du tout l'urgence. Si vous avez un accent à la hache, c'est pas très grave. Évidemment, meilleur est votre accent, mieux c'est. Dès le début, vous devez chercher l'excellence, mais c'est pas la, la principale source d'inquiétude, disons. Également, alors ça dépend de vous, mais ce qu'il faut, c'est éviter de se reposer sur d'autres langues. Là, je parle en connaissance de cause parce que j'ai appris, bon, la première langue latine que j'ai apprise en dehors de ma langue natale, le français, c'est l'espagnol. Par la suite, j'ai appris le portugais et l'italien. Donc au début, en portugais, je parlais littéralement ce qu'on appelle le portugnol. Donc en fait, en gros, je parlais avec un espèce d'accent bizarre l'espagnol. Il y a quelques mots que je connaissais, et c'était un espèce de mélange. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut réussir à distinguer, en l'occurrence ici, le portugais et l'espagnol, parce que ce sont deux langues quand même si elles sont très très proches, elles ont des logiques différentes. Voilà, ça fait partie des choses que vous devez apprendre à distinguer. Donc, si vous ne connaissez aucune autre langue proche, bon, c'est pas un problème, mais voilà, évitez de se reposer sur d'autres langues comme une béquille. Ça m'arrive aussi en italien avec l'espagnol. D'ailleurs, souvent on m'a demandé si j'étais pas espagnol parce que, en fait, parfois je fais des fautes typiques que font les Espagnols et aussi avec l'accent. Je vous rassure quand même, on me demande aussi très souvent si je suis pas français. Enfin, on devine d'emblée. Alors, les pièges à éviter. Les pièges à éviter, c'est tout simplement de rester dans sa zone de confort. J'ai mis des guillemets à cette expression qui me sort un peu par les yeux. Mais bon, parfois, il faut admettre qu'elle a du sens. C'est voilà, de pas chercher à élargir son vocabulaire, de pas chercher à élargir son champ lexical, d'éviter un peu les difficultés. Par exemple, si vous n'êtes pas très doué à l'écrit, ça peut être pas mal de vous forcer à écrire de temps en temps, et à écrire de manière impeccable, de pas vous retrancher derrière des excuses du genre oui, mais on me comprendra si je mets pas des accents. Là, c'est le moment où il faut commencer à être perfectionniste, parce que si vous n'êtes pas un peu perfectionniste, vous passerez pas au niveau supérieur. Et si vous passez pas au niveau supérieur, vous allez rester un peu frustré parce qu'en fait, c'est pas a priori si vous apprenez une langue, c'est pas pour rester au niveau intermédiaire, c'est pour passer au moins au niveau supérieur. On va en parler juste après. Également persister à négliger la grammaire. Alors ça c'est pas tout le monde, mais je connais beaucoup de personnes, par exemple en espagnol, hein, qui veulent même pas apprendre le subjonctif imparfait. Oui, nous en français, on a peu ou prou abandonné le subjonctif imparfait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça m'est égal. Toujours est-il qu'en espagnol, si vous n'utilisez pas le subjonctif imparfait, eh bien vous faites des fautes et c'est inélégant et au bout d'un moment, c'est pas la mer à boire que d'apprendre le subjonctif imparfait. Honnêtement, c'est plus facile qu'en français.
Également, c'est là où vous commencez un peu à développer un ego, à vous croire un peu intouchable, à dire ouais machin, je parle la langue, j'ai déjà entendu des mecs à ce niveau-là qui disent moi je suis bilingue. J'avais envie de les regarder et de dire bah non, comment t'expliquer, c'est pas exactement le cas. Tu parles très bien, bravo, t'as fait un bel effort, mais maintenant effort à poursuivre comme ils mettent sur les bulletins de notes. Donc, en fait, ouais, on commence un peu à développer un ego bizarre parce qu'avec les langues, c'est un sujet souvent lié à l'ego. Beaucoup, les gens sont très fiers de parler des langues et en fait, on commence à avoir une vision un peu distordue de notre propre niveau. Et donc, c'est pas mal de garder un peu la tête froide et d'arrêter de se croire intouchable. Surtout que c'est quand on se croit intouchable, c'est là où on commence par exemple, à faire des fautes et peut-être avoir des gens qui commencent à faire des remarques sur votre niveau et à se vexer. Donc, c'est pas top. Et il y a l'inverse que j'ai oublié de mettre, et je vais le mettre d'ailleurs, c'est se décourager, se dire j'y arriverai jamais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait comme un espèce de pendule, on se dit oh là là, en fait, c'est trop compliqué, ça, c'est un truc que j'arrive pas, pourquoi je me suis lancé dans ce chantier, machin. Donc, non. Il faut garder la tête froide à ce stade-là. Globalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit auparavant, mais c'est le moment en fait où il faut mettre le nez dans les aspects ennuyeux de la langue. Alors je vous rassure, il y a des manières entre guillemets amusantes de le faire. Toujours est-il que voilà, que ça soit ennuyé ou non, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous allez devoir mettre le nez dans, encore une fois, la grammaire, des aspects très précis de la grammaire. Je vous donne un exemple qui en ce moment m'obsède pas mal. C'est en russe. Il y a ce qu'on appelle les verbes de mouvement. Donc les verbes de mouvement, en fait, nous, si on dit je vais en ville, je vais en ville, on dit simplement je vais en ville. Mais suivant en russe, selon que vous y alliez de manière régulière ou de manière ponctuelle, que vous y alliez en voiture ou à pied, il y a des verbes différents. Donc il y a iti, hadit, yesdit et yirati. Je crois que c'est ça. Et après, en fait, selon si vous partez de chez vous ou si vous arrivez quelque part, il y a des préfixes. Donc en fait, il faut ajouter à ces 4 verbes différents préfixes. Il y en a une quinzaine. Donc en fait, il y a à peu près quasiment une centaine de verbes de mouvement différents. Si on rajoute aussi le fait voler, donc en fait, il y a voler de manière ponctuelle, voler de manière régulière, voler en avion, j'entends. Se balader, gulać, donc en fait il y a 2 verbes pour gulać, j'ai oublié le deuxième d'ailleurs, proguliać, doguliać, etc., etc., et ramper, etc. Donc ça c'est un aspect qui est extrêmement technique, mais si vous voulez parler russe, il faut apprendre doyechat, iziejat, etc., etc. Il ne dit pas iziejat, ça n'existe même pas d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. C'est aussi pour ça que le russe et les langues slaves en général, c'est pas facile. Il y a d'autres difficultés. Donc là, c'est le moment où vous devriez commencer à lire. Lire, c'est bien. Lire, c'est bien, ça permet de prendre son temps, de s'arrêter sur une phrase. Là, récemment, j'ai lu une édition bilingue des carnets du sous-sol de Dostoïevski. Alors, évidemment, j'ai lu majoritairement en français, mais en fait, de temps en temps, je m'arrêtais sur une phrase pour dire tiens, comment est-ce qu'il traduit ça, c'est intéressant, etc., etc., etc. Et très instructif comme lecture. Ça permet de voir un peu des mots en fait qui sont souvent répétés dans le livre à l'écrit, mais qu'on entend moins ou auxquels on prête moins attention. Donc vraiment pas mal. Je pense que je vais le relire avec parce que maintenant je connais l'histoire pour justement encore plus rentrer dans la langue. Donc très intéressant. Pas le meilleur livre de Dostoïevski pour autant, à mon avis, mais c'est une autre question. Alors là, c'est l'idéal, c'est de parler régulièrement avec des natifs.
parce que du coup, vous êtes confronté en permanence à des petites phrases, des petits trucs, des idiomatismes, et là, ça rentre beaucoup mieux. Donc évidemment, si vous pouvez vous immerger dans le pays dont vous apprenez la langue, à ce stade-là, c'est excellent. Ça vous fait bondir en termes de niveau. Après, si c'est pas possible, c'est pas la seule manière, mais je pense que c'est à ce stade-là où un petit stage linguistique, ça a du sens. En tout cas, à défaut d'un stage linguistique, vous pouvez vous faire un petit voyage de, je sais pas moi, ouais, 2 bonnes semaines, c'est bien, en essayant d'éviter de parler l'anglais ou votre langue maternelle ou d'autres langues, enfin, de vous reposer sur autre chose. Et comme ça, votre niveau grimpe. Et je pense que c'est le moment où il faut faire des apprentissages ciblés sur des aspects de la grammaire. Donc, pas besoin de lire des manuels de grammaire vraiment chiants. Ben, moi, c'est vraiment pas un truc que je conseille, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais au moins, trouver des moyens mnémotechniques. Par exemple, parce que j'ai trouvé avec les verbes de mouvement, j'ai une phrase mnémotechnique que je suis en train d'apprendre par cœur. Comme ça, j'ai tous les verbes de mouvement. Donc, je sors de la maison, je vais en ville, je m'arrête ici, etc., etc. Et ça permet en fait d'avoir tous les verbes de mouvement en tête avec tous les préfixes. Et du coup, ça permet de bien retenir euh, parce que voilà, on a l'image en fait. Donc la mémorisation par association, ça peut être une bonne manière d'apprendre des aspects spécifiques de la grammaire. Mais là, en fait, si vous voulez, pour résumer, vous pouvez plus vous contenter d'absorber passivement du contenu, comme c'était le cas auparavant. Déjà, à partir du niveau élémentaire, je pense que vous commencez à devoir devenir un peu actif, mais à ce niveau-là, si vous voulez passer de niveau intermédiaire à avancer, vous êtes obligé d'être actif, d'aller faire l'effort de mémoriser. Il suffit plus de plonger votre cerveau dans un bain comme une éponge. Là, il faut faire des trucs. C'est fini l'époque tranquillou, quoi. Et enfin, on arrive au niveau avancé ou fluent. Alors, pour rappel, fluent, c'est un mot dont on n'a pas d'équivalent en français. C'est bien dommage. Donc, je l'ai mis ici. Pour moi, avancé, c'est égal à fluent. Il y en a qui vont me dire, ouais, non, fluent et avancé, c'est un peu différent. Fluent, c'est plus qu'avancé. Bon, encore une fois, c'est des catégorisations un poil arbitraires que j'ai faites là. Mais elles sont pas fixes et elles sont voilà, elles fonctionnent par gradation. L'essentiel à retenir, c'est vraiment que d'un stade à l'autre, vous devez réactualiser votre routine d'apprentissage et les défis sont différents. Et je pense que c'est ce qui illustre bien cette vidéo. Enfin, c'est ce que j'escompte. Hop, mince, j'avais oublié de masquer tout ça. Hop là. Tchac, bon bah vous avez déjà tout vu, mais c'est pas grave. Je vais quand même les révéler un par un. Donc là, vous en êtes au stade où vous pouvez discuter de sujets variés, comprendre des textes complexes, utiliser un vocabulaire étendu. Vous pouvez aussi vous sortir de crise quand c'est nécessaire. Je peux vous dire que j'ai déjà eu des crises dans des langues que je maîtrisais pas très bien et d'autres dans des langues que je maîtrisais bien. Et c'est bien de parler la langue. Les difficultés. Donc, en fait, même si vous avez un niveau avancé, parler longtemps, fluidement, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Donc, en fait, même si vous parlez très bien la langue, à la fin de la journée, si vous avez utilisé une langue étrangère toute la journée, vous êtes fatigué. Et au bout d'un moment, votre niveau, il commence à se dégrader. Vous cherchez vos mots, votre temps de réaction est différent. Donc, pas facile. Aussi, en général, ce qui vous manque, c'est le vocabulaire technique et pas forcément ultra technique. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais si par exemple vous n'avez jamais vécu dans une maison dans l'une des langues que vous apprenez, vous pouvez avoir un très bon niveau. Par exemple, admettons que c'est une langue que vous utilisez pour le business, donc pour votre business à vous. Mais si vous n'avez jamais vécu dans une maison, par exemple le vocabulaire, les ustensiles de cuisine,
et ben vous n'allez pas forcément connaître les mots alors que vous parlez très bien la langue. Vous pouvez presque faire illusion, si vous avez un bon accent, et laisser penser que vous êtes un natif, mais vous ne savez pas dire cuillère, je pense que ça c'est un mot un peu basique, mais des mots à peine moins basiques, quoi. Poil, des choses comme ça. Enfin, c'est parfois compliqué d'argumenter sur des sujets complexes ou douloureux, ce qui est un peu pénible d'ailleurs parce que parfois vous êtes en face de quelqu'un qui parle mieux que vous et vous aimeriez donner un point de vue, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à donner les subtilités nécessaires et parfois vous êtes même obligé de tordre votre pensée pour de travestir votre pensée pour faire passer un minimum vos idées et c'est un peu frustrant. Donc voilà les difficultés auxquelles vous êtes confrontés parce que vous ne parlez pas encore la langue à la perfection. Donc les pièges à éviter, c'est bon alors ce piège-là je l'ai mis mais honnêtement c'est pas exactement vrai. Euh, c'est de rouiller en fait, d'oublier des mots. Mais honnêtement quand vous avez un niveau relativement avancé, vous oubliez des mots mais vous oubliez pas l'essentiel du vocabulaire. Mais en général, quand vous n'avez pas pratiqué la langue depuis longtemps, il vous faut un petit temps d'adaptation. Euh, et ouais, ça peut prendre par exemple 1 ou 2 journées. Vous passez des vacances dans le pays. Au début, vous cherchez un peu vos mots, et puis après ça revient. Mais il faut voilà, remettre le facteur sur le vélo, comme on dit. Alors ça, c'est un peu comme dans le niveau précédent, se croire intouchable. À ce stade-là, c'est pas que vous devriez vous croire intouchable, mais disons que c'est moins, vous êtes plus lucide en général par rapport à votre niveau, et vous êtes plus légitime à parler de manière très confiante. Toujours est-il que voilà, il faut rester un peu humble. Vous parlez pas la langue à la perfection, donc si vous voulez progresser, voilà, vous soyez conscient que fluent, c'est pas bilingue. Avancé, c'est pas bilingue. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. L'un des pièges à éviter, c'est de négliger certains champs lexicaux. Euh, Parce que vous n'êtes pas confronté, mais sauf qu'au bout d'un moment, si vous voulez parler la langue à la perfection, vous devez connaître. Vous n'êtes pas obligé de connaître le détail technique de comment on fait une fusée spatiale, mais par exemple le vocabulaire de la cuisine, vous pouvez pas dire que vous parlez la langue à la perfection si vous savez pas dire une poêle, par exemple. Et donc, comment progresser? Consommer du contenu technique sur les sujets en question, c'est pas mal. Continuez à parler. Donc, idéalement, si vous avez des amis avec lesquels vous pouvez parler la langue, c'est bien. À titre personnel, moi, j'ai de la chance d'avoir des amis, notamment mexicains, avec qui je parle régulièrement en espagnol. Donc, ça me permet de garder un petit peu et de continuer un petit peu à progresser, de les écouter. Euh, je consomme aussi du contenu de temps à autre, mais c'est plutôt une bonne chose. Et là, bon, après, c'est un peu. On commence à rentrer dans le moment où il y a des choses qui sont un peu optionnelles. Par exemple, le contenu technique, c'est quand même optionnel. Je veux dire, la question, c'est quels sont vos objectifs en fait. Si vous n'avez pas spécialement envie de parler parfaitement, juste de parler avec des gens de temps à autre, avoir des conversations, bon, fondamentalement, si vous savez pas comment dire un poêle, et surtout si vous cuisinez pas, c'est pas très grave. Mais c'est mieux. Et pareil, la prononciation, bon, c'est le moment où vous pouvez commencer à vous dire, ouais, peut-être que ça pourrait être bien d'avoir un accent, voilà, d'alléger mon accent. Après, il y a toujours les locaux vous me diront toujours, non mais c'est mignon, garde ton accent, blablabla. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas la bonne mentalité à adopter, mais peu importe. Et enfin, j'ai mis un niveau bonus, le niveau bilingue. Alors, l'image se terminait, donc j'ai mis Elon Musk. Mais en gros, le niveau bilingue, vous parlez de manière impeccable dans plusieurs registres. Vous êtes capable de lire Dostoïevski dans la version qui n'est même pas bilingue
et vous n'avez même pas besoin de consulter le dictionnaire, par exemple. Bon, il fallait mettre un piège. J'ai dit ne plus chercher à s'améliorer parce que fondamentalement, même dans notre propre langue maternelle, on peut toujours continuer à s'améliorer. Mais fondamentalement, vous vous arrêtez au niveau où vous avez envie de vous arrêter. Si vous voulez parler russe sans lire Dostoïevski, je pense que vous avez déjà fait un beau chemin. Donc, bravo à vous si c'est le cas. Si c'est pas le cas, persévérez. Et tout simplement, les exercices pour progresser, continuez à pratiquer. Voilà. J'ai rien à ajouter. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour passer au niveau suivant dans chaque niveau de langue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous êtes bloqué au niveau élémentaire ou au niveau intermédiaire, vous savez un petit peu ce que vous avez à faire. C'est souvent les deux plateaux. On parle souvent du intermediate plateau, mais je pense qu'on peut aussi avoir un plateau à ce niveau-là, au niveau élémentaire. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des points d'inflexion dans les langues. Ben voilà, si vous voulez provoquer un point d'inflexion pour passer au niveau supérieur et catapulter vos progrès, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chers amis, je vous dis à bientôt. À dans 5 jours. J'essaie de faire une vidéo à peu près tous les 5 jours. Là, on est le 25 mai. Prochain coup, ça sera le 30 mai. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. S'il y a un sujet que vous voulez voir aborder, mettez-le moi en commentaire et je vous dis à plus. Ciao!